Tiers livre, on est jeudi, paru il n'y a pas longtemps, on parle de livres. Quand on parle d'un livre qui change la règle du jeu, game changer, disent les English, c'est pas une valeur absolue, on va pas dire c'est toutes ces pubs qui mettent indispensable, machin truc. Non, c'est tout d'un coup un livre qui déplace le territoire de la littérature. Et celui-ci, je suis convaincu qu'il le fait. Ça s'appelle Parking Peggy. Je l'ai connu comme tout le monde par un article dans les journaux et je l'ai acheté. Je savais que Clio de Peggy était quelque part dans ma bibliothèque. Mais plutôt que de faire l'effort de me déplacer, j'ai préféré chercher le texte sur Internet. À moitié endormi, je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans la section Maps de Google, qui m'a alors proposé le parking Peggy à Stein, dans le 9-3. Surpris, j'ai commencé à explorer le quartier depuis mon ordinateur. Le parking, avec ses lignes blanches à moitié effacées et ses herbes folles s'échappant du bitume, ressemblait plutôt à un terrain vague. Il traînait des ados en survêtement sous un soleil de plomb. J'ai fait des captures d'écran, puis je me suis levé pour aller à la recherche du livre. Quelques semaines plus tard, j'ai demandé à mes élèves de Créteil s'ils avaient déjà entendu parler de Charles Peggy. Leur réponse était quasi unanime. « Ouais, c'est un arrêt de bus juste à côté. » Je n'ignorais pas que celui que je considérais comme le plus grand écrivain français du XXe siècle était délaissé par la plupart de mes contemporains, mais qu'on le prenne pour un parking ou un arrêt de bus, c'était une autre affaire. Après de nouvelles investigations, j'ai découvert diverses rues éparpillées en France, plutôt tristes, principalement dans des lotissements. J'ai archivé ces images, puis par jeu, je les ai confrontées à des textes de Peggy. En parlant avec Léo de cette étrange collection, il est devenu évident que mes uniformes captures d'écran devaient être remplacées par des photographies si je voulais véritablement saisir l'esprit des lieux. Se laisser guider par les toponymes, c'était un peu faire comme Édouard Levé, qui dans Amérique, mais aussi dans Angoisse, avait photographié de petites villes américaines au nom de métropoles, Calcutta dans l'Ohio, Berlin dans le New Jersey. C'était aussi et surtout, dans notre cas, la perspective enthousiasmante d'un voyage à travers la France. La première difficulté consistait à recenser toutes les rues Peggy, ce que Google ne permet pas. Heureusement, le fichier fantoir des voies et lieux-dits destinés à l'émission des feuilles d'impôt est mis à disposition par la Direction générale des finances publiques. C'est une liste codée de plus de 8 millions de lignes. Son déchiffrement pour obtenir l'inventaire complet des rues Peggy, puis pour positionner sur une carte, a pris plusieurs semaines. Nous avons répertorié plus de 350 rues Charles Peggy, une vingtaine d'avenues, plus d'une trentaine d'écoles, plusieurs stades, quelques impasses et 3 parkings. En faisant des repérages sur Internet, nous avons constaté que ces divers lieux avaient en commun leur statut périphérique au sein de l'espace urbain, contrairement au boulevard Victor Hugo, situé au centre des villes. L'œuvre de Peggy, absente des manuels scolaires, souffre elle aussi d'un statut marginal. Il est vrai qu'il n'est pas aisé de classer avec les découpages propres à l'enseignement de la littérature un auteur qui n'a écrit que des essais, souvent inachevés, comme Clio, des poèmes aussi difficilement abordables qu'Ève avec ses 7644 vers. Pour ceux qui le connaissent sans l'avoir lu, l'auteur passe tantôt pour un poète catholique assommant, tantôt pour un socialiste enragé, et puis, dit-on, ses vers comme sa prose sont ardus, répétitifs au possible, autant de raisons pour ne jamais ouvrir les livres de Peggy couverts de poussière dans les bibliothèques municipales. Long-term parking. C'est juste les 2 pages de l'intro. Et puis ensuite, c'est une super belle mise en page, et ça aussi, ça fait partie de comment le livre change. C'est-à-dire qu'il y a des livres de photos, photographe, et puis le texte qui vient commenter, élucider. Il y a des livres de littérature, et puis on peut jouer avec les photos. Et puis il y a des livres où photographie et strates de texte naissent ensemble, et c'est le côté multistrate de l'objet qui reste 8 angles, 6 faces, ou le contraire, qui tout d'un coup
parce qu'il naît dans cet équilibre de plusieurs strates, devient en tant que tel quelque chose qui n'appartient ni plus au livre, ni plus à la photographie, ni plus à notre organisation en petites cases, mais précisément là où tous on cherche à travailler dans cet espace qui est notre espace de rapport au monde. Peut-être qu'il faudrait faire des petits stops comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui m'a fait, moi, le déclenchement sur ça? Il y en a toute une suite. La première suite, c'est que j'habite dans une ville où en ce moment on nous matraque Balzac. En même temps, ils sont totalement incapables. Il y a un lieu essentiel, c'est la cathédrale de Tours. Et il y a un arc-boutant qui descend dans ce qui est l'infirmerie du lycée d'en face, lycée Paul-Louis Courier. Ça, c'est la maison du curé de Tours. L'arc-boutant qui descend dans la cour de la maison, c'est un des éléments les plus essentiels, même du récit du curé de Tours. Eh bien, je ne sais pas qui, si c'est l'Éducation nationale ou autre, a remplacé il y a quelque temps le portail, les vieilles grilles qu'il y avait, par un gros portail de tôle, et on ne voit plus rien. C'est-à-dire que même le crime le plus élémentaire de la première marque de Balzac à Tours, bon, ça reste massacré. Et puis vous allez un peu plus loin, c'est Rabelais. D'ailleurs, il y a même une statue de Rabelais à Tours, ça fait rien, on ne connaît pas son visage, mais rien. Mais si vous allez à Chinon, auto-école Rabelais, lycée Rabelais, hôpital Rabelais, ça n'empêche pas qu'il y a des gens formidables, n'est-ce pas, Emmanuel Papin, au lycée Rabelais. Donc ça, c'était un petit déclencheur. Après, Peggy lui-même, c'est-à-dire à chaque fois, ça vous fait une espèce de culpabilité. Où t'en es avec Peggy? Ah ouais, j'ai acheté, mais il y a des années de ça, gros Pléiade. Alors hier, je suis allé chercher dans les étagères, il est épais comme ça, et c'est Peggy, œuvre en prose complète, tome 1. Et j'ai regardé, et non, en fait, c'est un Pléiade que j'ai jamais réussi à lire. Mais par contre, ici, le principe du livre, c'est que, quand je vous dis qu'on a un multistrate, c'est-à-dire qu'on a des thématiques, chaque chapitre, de Dreyfus au gilet jaune, le martyr fatigué, et puis, vous voyez là, l'histoire et la réalité, et ce côté de plage, de double page pleinement colorée avec cette espèce d'encart qui fait qu'on a l'impression, comme dans le web, de passer par une sorte d'intranet à l'intérieur d'une section à l'autre. Le titre magnifique de la première, vous entrez dans un livre par un chapitre qui s'appelle « Inquiétude » au pluriel. En ce moment, je travaille aussi beaucoup sur Flusseur, où il y a un chapitre qui s'appelle « Nos craintes ». Alors si je prends Inquiétude, septembre à décembre 2017, on repart sur journal de l'auteur. Ensuite, c'est tout un jeu où les photos dialoguent avec les textes de Peggy eux-mêmes. Et chacun de ces textes, c'est parfois des simples aphorismes ultra courts. Par exemple, un des tout premiers, juste dans l'ouverture du livre, en face, ce parking Peggy de la ville de Stein, c'est « Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Et là, tout d'un coup, bon, c'est toutes les cloisons qui pètent, quoi. Alors pourquoi, moi, ces cloisons, je n'avais pas repéré en quoi Peggy les pétait? C'est que tout simplement, le premier tome des œuvres en prose, il va jusqu'en 1905, et que si vous regardez tous les trucs ici, c'est qu'en général, c'est 1907, 1910, 1912, Nous sommes des vaincus, 1909, L'argent, suite, 1913, Note conjointe sur Monsieur Descartes, c'est un texte de 1914. Et à chaque fois que dans ce livre, j'ai trouvé ces notes de Peggy, qui s'appellent Notes sur Monsieur Descartes, je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Simplement, mon gars, parce que le premier tome est tellement dissuasif que... Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent m'échanger le tome 1 contre un tome 2, ou m'acheter mon tome 1, que je puisse m'acheter le tome 2, bon, on va voir ça, mais bon, de toute façon, je suis un petit peu condamné à y entrer dans Peggy. Alors ça aussi, c'est un des éléments qui font de ce livre une transition, c'est-à-dire qu'à la fois, vous le lisez en lui-même, c'est-à-dire cette réflexion sur Peggy et le fait qu'une œuvre on ne puisse être lue intégralement, des trucs qu'Hans Goldsmith a parfaitement développé sur Gertrude Stein et d'autres, et que dans ces œuvres qui sont des œuvres de flux, des œuvres massives, lui c'était les cahiers de la quinzaine, émergent des sortes de cailloux d'intensité, de blocs d'intensité, et que ces blocs d'intensité suffisent presque
à être une œuvre en tant que telle. C'est-à-dire qu'on peut se dispenser de Péguy par la compile de Péguy. J'irai pas jusque-là, mais en même temps, le livre l'affirme. C'est-à-dire, voici une image fractale de Péguy qui, en tant que telle, vous met en rapport complet, brutal, violent, sensible avec l'écriture de Charles Péguy. D'où cette espèce de transition, c'est-à-dire qu'un livre est une finalité en lui-même, et en même temps, un livre est transmission vers un autre niveau de rapport à d'autres lectures, relire Péguy et se l'offrir. Maintenant, il y a autre chose. D'ailleurs, par exemple, dans les 2 premières pages, Charles Coustet dit « rue triste ». Là, moi, je tique un petit peu. Mais juste dans le même passage, un tout petit peu plus loin, il parle d'espaces urbains périphériques et il dit que les symboliques des lieux, par exemple, attribués à Victor Hugo, sont totalement autres que les lieux attribués à Péguy. Eh bien, là, par contre, moi, je me retrouve dans une question d'onomastique qui croise à la fois le statut de la littérature et qui croise aussi la question de la carte, de la topographie de la ville. C'est-à-dire, aller voir à Paris tous les poètes qui nous importent peu, à distance, eh ben, ils ont leur rue. Prenez la rue Baudelaire, c'est où? Ben, c'est précisément une rue où d'un côté il y a une école et de l'autre côté une caserne de flics, pas loin de la gare de Lyon. Est-ce qu'il y a une rue Rimbaud? Certainement pas. C'est-à-dire, à Tours, par exemple, vous avez un espace Rimbaud à côté d'un espace Ronsard, et puis ben, c'est à côté entre Décathlon et Jardiland, en gros. Et donc cet espace périphérique, c'est-à-dire il regarde combien il y a de rue Péguy, combien il y a de rue Marcel Proust. Et puis tout d'un coup, vous voyez s'établir une autre carte. C'est-à-dire qu'on a des lotissements avec des noms d'oiseaux, comme à Paris, vous avez la rue d'Anvers, rue d'Amsterdam, tout ça dans le même quartier. Eh ben, vous pouvez avoir des quartiers avec rue des Sansonnets, rue des Moineaux, rue des Alouettes. Est-ce que vous avez une rue des Corbeaux dans ces lotissements? Certainement pas. Eh bien, avec les écrivains, on fait un petit peu pareil. Rue Anatole France, vous m'en mettrez 3 brouettes. Rue Charles Péguy, un petit peu à distance. Après, il y a l'autre logique, celle de Paris. Il n'y a plus de place, toutes les rues sont nommées. On enlève les noms? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va nommer les carrefours. L'angle rue de Rennes Saint-Germain-des-Prés, on va l'appeler place Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Mais est-ce que quelqu'un habitera dans cette place? Non, ce sera pareil pour Marguerite Duras, etc. On nomme des points et non pas des ancrages. Alors tout ça, bah, c'est une des choses que contraint à relire ce livre. Dans ce que déplace le livre, par exemple, moi, les référents qui ont été évoqués. Très grand bouquin de Jean-Christophe Bailly, Le dépaysement. Vous savez, maintenant, on le trouve en poche. C'est un travail de plusieurs années. Jean-Christophe cache pas le mode d'emploi. Il était prof à l'école du paysage à Blois dans cette période. Ses étudiants faisaient des mémoires, souvent sur les coins d'où il venait. Et lui, la tâche de prof, c'était d'aller voir le terrain des étudiants. Est-ce qu'on sait qu'il se trouve en France, dans des lieux, des intersections? Et puis en plus, c'est le moment où Sarkozy voulait faire ce ministère de l'identité nationale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc il y a une grosse trentaine de chapitres dans Le dépaysement de Bailly, qui sont une description de la France, dans sa complexité, son épaisseur, sa structure, qui en font un livre pour moi indispensable. Est-ce que, par exemple, Jean-Christophe Bailly, qui est le neveu du grand peintre Monory, décédé récemment, le chemin à pied qu'il fait de l'atelier de Monory à Cachan pour revenir jusqu'au périphérique parisien et la poterne des Peupliers, c'est des textes qui sont dès à présent, maintenant, canoniques. Attendez, j'attrape un petit paquet de Bailly sur l'étagère à côté. Le dépaysement, voyageuse en France, 0 image. La phrase urbaine, aussi des choses sur l'architecture et cette question du développement des périphéries de la ville, qui est en pleine passerelle avec le livre de Coustille et les pages 0 image. Et dans Saisir, 4 aventures galloises. Là, au cœur du livre, il y a ces reproductions du peintre Thomas Jones, du 18e anglais, et qui est quelqu'un qui, dans son voyage en Italie, fabrique avec la peinture comme une impression photographique de la ville. Et tout ce livre tourne autour de ça, et c'est
majeur, passionnant. Et puis, classique de Jean-Christophe, l'instant et son ombre, c'est-à-dire à Hiroshima, le fait que dans l'éclair brut de l'explosion, une échelle de bois volatilisée par la bombe laisse son image photographique sur le mur, et donc la bombe devient elle-même un appareil photographique. C'est une réflexion considérable. Voir ses écrits aussi sur le photographe Lewis Boltz. C'est Lewis Boltz qui, quand il est dans un paysage urbain, se donne comme contrainte de retourner de 180 degrés et filmer ce qu'il y a derrière lui. Eh bien, c'est arbitraire. Peut-être que précisément, c'est ce qui signe ici les photographies. C'est-à-dire que Léo Lepage est certainement un photographe, un grand photographe, parce que vraiment, aucune qui détonne, aucune... mais justement, l'exercice de la contrainte, c'est que tu es forcé d'être sur le lieu assigné, ce qui a été arbitrairement, administrativement nommé comme Charles Péguy. Et à part ça, ben, t'as tout. C'est-à-dire, si c'est un type avec un caddie, c'est un archétype. Caddie, lieu commercial. Si c'est un bâtiment public ou une école, bien, ouais, ce sera la nuit, l'éclairage qui va le rendre. Les photos nocturnes sont admirables. Tenez, Transquinville, 28, rue Charles Péguy. Et puis, est-ce on se débrouille pour faire la photo de la rue sans la voiture? Non, mais sur la voiture, là, il y a une espèce de graphe et le gilet jaune sous le pare-brise. Donc tout d'un coup, cette chose qui casse la photographie de la rue parce que signe inclus dans la voiture et qu'on se retrouve dans une photo presque journalistique, en tout cas assignée à l'époque et non pas simplement tache rouge cassant avec un objet industriel la perspective de cette rue sans nom qui a été nommée Charles Péguy parce qu'il fallait bien un nom sur ces rues qui n'accèdent pas à la singularité par elle-même. Et là, chaque fois, il trouve le biais. C'est-à-dire rien de commun avec avenue Charles Péguy, à Sceaux, où on aura simplement un découpage vertical, tranche verticale de fenêtres, et signe vertical d'un genre de conduit de cheminée ou de gouttière, je sais pas, et puis un mur de briques avec taches blanches, et puis un bout de végétation qui, à cet endroit-là, ressort de l'éclairage urbain. Alors ça m'a fait penser à un autre livre qui était paru il y a 5-6 ans au Seuil, qui s'appelle Territoire liquide. Et Territoire liquide, il y avait une quarantaine de jeunes photographes qui exploraient toutes ces formes-là que Léo Lepage prend. Ben voilà, photo de Créteil, par exemple. Comment on peut se dispenser de la géométrie? Ben non, on ne s'en dispense pas de la géométrie. À ce moment donné, si tu es à Créteil, tu photographies la géométrie. Alors évidemment, on pense à d'autres photographes qui, eux, n'ont travaillé que dans cette forme-là. C'est-à-dire, tu convoques l'ensemble des dispositifs contemporains de la représentation photographique parce que toi, ce qui t'a été assigné, c'est l'arbitraire du nom, Charles Péguy, et que ce nom évacue les centres-villes. Ce nom redessine une carte, mais une carte sociale de la ville. Et là, on se retrouve dans des choses que Michel Lusso, j'espère que si Michel Lusso, tu passes par là, tu te l'achèteras à Noël, toi aussi. Mais France, territoire liquide, est-ce que vous vous souvenez de textes à l'intérieur du livre? Non. Là, par contre, c'est cette troisième strate, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Charles Coustille? Voilà quelqu'un qui travaille en intellectuel sur Charles Péguy, quelqu'un qui enseigne, a priori, c'est son truc, la littérature. Non, moi, ça me travaille chez tous ces jeunes chercheurs qui rognent à l'intérieur des masses grises de la littérature pour en trouver rétrospectivement des concepts pour le présent. Et là, croyez qu'on est servi. Mais tout d'un coup, ce gars dont c'est pas le territoire, eh bien, comment raconter la ville? Comment raconter les lieux que vous astreint votre propre démarche, et comment, encore plus, le récit de votre propre enquête, ce sera non pas moi, écrivain, m'appliquant à un objet urbain, mais en quoi l'objet urbain, venu par une source qui n'avait rien à voir, le fait que je travaille sur Charles Péguy, me déplace dans ma possibilité d'écriture, et en quoi, si je me saisis de l'écriture à cet endroit-là, eh bien je retrouve une poétique, une politique de l'écriture, et que finalement, la littérature l'amène sans doute au cœur même de Charles Péguy, différemment que sa démarche universitaire. Ça veut dire qu'on a aussi
la contextualisation de l'œuvre de Peggy par le sens qu'elle prend aujourd'hui avec nous, pour nous. Janvier 2018, Beauce. Et de quoi il parle, de la Beauce? Non. En 1907, Peggy confie à son ami Jacques Maritain qu'il redevient catholique. Ce tournant isole encore davantage Peggy dans les cercles intellectuels. La gauche ne le reconnaît plus, les catholiques ne lui font pas confiance. Au sein même de son foyer, la situation devient problématique. Bon, on n'est pas dans des questions qui sont loin de nos pratiques à nous. Et si je prends la photo qui suit, Amnéville, 57. Amnéville, moi, ça me touche aussi parce qu'il y a amnésie dans le nom. On est dans la vieille Lorraine. Et je crois que c'est là où il y a eu le parc Schtroumpf. Et quand le parc Schtroumpf s'est écroulé, a fait faillite, on a gardé uniquement la salle de spectacle. C'est une salle de spectacle où viennent des gens comme Adamo, par exemple, qui est un petit peu l'invité permanent. Et on amène les gens de toutes les maisons de retraite de Bruxelles, de Luxembourg. Amnéville, c'est une industrie considérable. Donc à Amnéville, il y a un lieu qui s'appelle Charles Péguy, rue Charles Péguy. Voilà la photo de Lepage. Et puis, un extrait de Péguy. Le porche du mystère de la deuxième vertu, 1912. Celui qui aime par cela même, par cela seulement, dès par cela, dans la dépendance. Celui qui aime tombe dans la servitude de celui qui est aimé, c'est l'habitude, c'est la loi commune, c'est fatal. Celui qui aime tombe, se met sous la servitude, sous un joug de servitude, il dépend de celui qu'il aime. C'est pourtant cette situation-là, mon enfant, que Dieu s'est faite en nous aimant. Alors, on prend, on laisse. Je voudrais vous trouver une petite note sur Monsieur Descartes. Là, on est dans la Beauce, on est dans le 28. Fresnay-l'Évêque. Je ne sais même pas où c'est Fresnay-l'Évêque. Rue Charles Péguy. Et qu'est-ce que Lepage arrive à choper? Des signes. Pensez, moi, ce photographe, je ne vais pas retrouver le nom tout de suite, mais dont parle Kenneth Goldsmith dans L'écriture sans écriture, un gars qui filmait ce genre de choses et qui ensuite, avec Photoshop, isolait tous les mots écrits et proposait des diptyques, c'est-à-dire qu'on avait la photo originale avec des espaces blancs et dans le diptyque, avec les mêmes graphies, la même disposition spatiale, tout ce qu'on pouvait identifier de langage écrit. Et là, on a solde, moins 50%. L'ameublier Louis, 28 Jeanville. Et puis à côté, route barrée à 500 mètres, déviation. Mais oui, c'est Charles Péguy, dans cet inventaire des 400 lieux, qui amène à cet endroit-là. Et puis en face, un petit bout de note conjointe sur Monsieur Descartes. Ils veulent avant tout être tranquilles. Ils veulent avant tout être sédentaires. Cette même tentation de paresse, cette même fatigue, ce même besoin de tranquillité pour demain qui les fait tous fonctionnaires, est le même aussi qui les fait tous intellectuels. De même qu'ils courent tous après les chairs, non point pour ce qu'on y enseigne, mais parce qu'on y est assis. De même, ils veulent avant tout une philosophie, un système de pensée, un système de connaissance où on est assis. Ce qu'ils nomment la bonne ordonnance de la pensée, c'est la tranquillité du penseur. Seulement, il faudrait savoir si c'est le connaissable qui a été fait pour la commodité du connaisseur ou le connaisseur qui doit se faire pour la connaissance du connaissable. Et plus généralement, si le monde a été fait pour la commodité de l'homme. Et là, Péguy, là encore, quelle découverte, quelle actualité. On n'est pas dans de la critique littéraire, on est dans une aventure de lecteur, et non pas une prescription, mais ce que les livres dérangent à ma tranquillité de lecteur. Il n'est pas cher, il est à 20 balles, c'est-à-dire là encore, on n'est pas dans un positionnement de marché qui est le livre de photographie. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui tiendrait de la compile, de l'anthologie de Péguy? Non, parce que chaque fois, le texte de Péguy vient se revalider comme écrivain aujourd'hui par rapport aux photographies de Léo Lepage, de la même façon que Charles Cousty se positionne par rapport à l'arbitraire de cette déclinaison de noms. Donc, c'est pas qu'on est très loin de Péguy, c'est que ce dispositif fait appel et fait émerger Péguy comme acteur maintenant de cette lecture politique, sociale, urbaine, esthétique. Je voudrais quand même finir sur
ce Charles Cousty, écrivain, puisque quand même massivement dans ce livre, il a pris sa place. Septembre à décembre 2017, Île-de-France. Moi je suis con, mais pas au point de voyager pour le plaisir. Ça non, quand même pas. Cette formule de Deleuze, paraphrasant Beckett, Peggy aurait très bien pu la prononcer, lui qui aimait à se moquer de ceux qui partaient dans les Orients, à l'étranger, ou tout simplement en vacances. La plus grande partie de sa vie s'est déroulée en Beauce et en Île-de-France. Avec sa famille, il habitait à Orsay, Palaiseau, Bourg-la-Reine. Il se rendait presque tous les jours à Paris en train. Les échappées en dehors de ce secteur se comptent sur les doigts des deux mains, ne dépassent jamais les frontières nationales. Notre voyage lui aurait peut-être semblé inutilement fatigant. Peggy considérait que sa jeunesse orléanaise lui avait procuré une connaissance exacte du peuple et de la province. Son exploration du territoire se fait ensuite par l'intellect, par l'âme également. Lire Joinville, Pascal, Corneille ou Hugo finit par valoir tous les déplacements. Toutefois, Peggy ne suivrait pas probablement Deleuze dans son éloge des intensités immobiles, tant il adore marcher et penser en même temps qu'il marche. Dans le quartier latin d'abord, mais il sillonne aussi les sentiers d'Île-de-France dont il décrit les paysages simples avec des reliefs adoucis, quelques maisons, des arbres bien plantés. Ses conversations interminables avec des amis, parfois retranscrites dans ses œuvres, sont liées à des promenades dans cet environnement. Sa relation avec Daniel Halévy, essayiste, fidèle collaborateur des Cahiers de la Quinzaine, se fond dans Saclay et la vallée de la Bièvre. En Île-de-France, plus beau pays d'avant le jugement, selon Peggy, une 60aine de voies portent son nom. Pour commencer, nous allons à Deuil-la-Barre, où la rue donne sur un cimetière. Un des employés s'arrête pour discuter avec Léo et moi. Il nous raconte ses anciennes missions en Afrique, ses années de prison, fait allusion à des difficultés avec sa fille. Son propos est à la fois très fou et très sage. Léo photographie ses mains couvertes de tatouages. Il prend aussi quelques clichés d'une Clio que j'aimerais bien confronter à un extrait de Clio, mais c'est sûrement un peu gros. En poursuivant le circuit, de temps à autre, j'ai l'impression de renouer avec l'Île-de-France de Peggy. Mais chaque fois que j'oublie Paris, que je crois avoir découvert un vrai coin de campagne, apparaît un hangar en tôle du lait blanche, un Castorama, un Leclerc. À Mency, on passe en un clin d'œil des champs de colza à de vieux matelas abandonnés par terre avec des cheminées d'usine à l'arrière-plan. Je pensais que ma vie en artiste contemporain attentif au territoire s'apparenterait à des vacances. Mais pour l'instant, le cadre est loin d'être idyllique. Parfois, le dit territoire nous est même interdit d'accès. À Hermont, la rue Peggy se trouve dans un lotissement fermé par une grille électrique et surveillé par des caméras. Un matin, bien avant le lever du jour, nous partons photographier un énorme cyprès repéré sur Internet à Ormesson-sur-Marne, terre des ancêtres de l'académicien, dans la rue parfaitement silencieuse où toutes les maisons sont barricadées par ma simple présence. J'ai l'impression de commettre un acte criminel. À Valenton, nous nous garons face à une haie d'au moins 12 mètres sur 2, dont pas un brin ne dépasse. La densité du feuillage est strictement la même sur toute la longueur. Durant nos allers-retours dans la rue, nous sommes espionnés par des silhouettes fantomatiques, cachées derrière des rideaux. Nous réussissons tout de même à discuter avec 2 retraités un peu sourds et persuadés que nous voulons leur vendre quelque chose. Comme plusieurs fois déjà, survient la difficulté d'expliquer notre démarche à des riverains ignorant tout de Peggy. Nous avons réfléchi à différentes stratégies pour convaincre les habitants de poser ou au moins d'apparaître sur les photos. Campagne de pub, projet culturel de la mairie, mais trop bien élevé. Nous n'osons jamais vraiment mentir. Merci Charles Cousty et Léo Lepage de n'avoir pas su mentir. Je crois que ce bouquin, j'ai une seule hâte maintenant. Je vais à l'université de Chambéry début décembre. On va faire 2 jours de travail avec des étudiants L2, L3 sur la question de paysage. On a déjà fait ça l'an dernier, c'est une deuxième phase. Je crois qu'il sera du voyage. Je crois que c'est un magnifique inducteur aussi à prise d'écriture. Un post-scriptum de Charles Peggy avec cette magnifique photo en vis-à-vis qui vient de Château-Gaillard, toujours dans le 28, rue Charles Peggy, avec Orléans Antenay à gauche et Santilly à 2,5 km sur la droite. La citation de Peggy, c'est « Le réel avait tort, puisqu'on ne pouvait pas faire affaire avec lui ». C'est dans un texte de
de 1906, donc qui n'est pas dans mon pléiade, qui s'appelle Brunetière. Game Changer. Et pourtant, il y en a eu des avalanches de bouquins ces quelques mois. Jeudi prochain.